Bonsoir et je vous invite d'ores et déjà à ne pas oublier de rallumer vos portables à la fin. Vous n'oublierez pas de rallumer vos portables une fois que la conférence est finie. Je suis très content et très heureux de recevoir Houaria Kadra Hadjaji, qui est professeur, qui a très longtemps enseigné à l'Université d'Alger, qui est à Paris depuis quelques années, qui a été un peu ramené par la même vague que nous tous. Je veux dire, la situation algérienne a fait que beaucoup de gens sont partis, elle en a fait partie. J'évoquerai avec émotion son époux qui nous a quittés cet été, qui était lui aussi un auteur qui a écrit beaucoup de choses, certains livres avec elle. Houaria Kadra Hadjaji a été l'auteur d'un certain nombre de livres. Je citerai un roman, El Khair, publié en Algérie, à l'ENAL, et surtout un livre paru chez Harlé à Paris et réédité par Casbah Édition qui s'appelle Jugurtha. Jugurtha, un berbère contre Rome. Et j'allais dire, elle y a pris goût, puisqu'elle nous revient avec un Massinissa, le grand africain. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment, je lui passe la parole, parce qu'elle nous a préparé quelque chose pour présenter son livre. Voilà. Il faut parler dans le micro. Dans le micro, d'accord. Merci à l'esprit de ton accueil, des préparatifs efficaces que tu as déployés pour cette soirée. Et voilà, je te remercie encore une fois. Et je voudrais simplement ajouter, parce que je suis un peu maniaque, que Jugurtha a été réédité pour la 3e fois à Alger, chez Berzer. Et si vous avez à acheter un Jugurtha, achetez plutôt cette édition qui est revue et corrigée, enrichie, plutôt que la première. Alors je voudrais vous montrer très rapidement le livre, parce que je suis reprise par mes manies d'enseignant. Ça me rappelle le bon temps où j'enseignais à l'Université d'Alger, pour vous faire quelques menus recommandations. Par exemple, pour cette monnaie. Cette monnaie de Massinissa, qui est unique au monde, qui se trouve au musée de Constantine, le lecteur risque de ne pas voir que la légende se trouve juste ici à l'intérieur, à la page, je crois, à la page 4, et que cette légende nous dit que cette monnaie est absolument unique au monde et que la légende authentifie bien le personnage de Massinissa, pardon. Il s'agit bien du personnage de Massinissa. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée et passionnée, c'est la légende, parce qu'il n'y a que 2 monnaies qui ont une légende. Alors, les légendes sont en caractère punique, c'est-à-dire la langue de Carthage qui a influencé les royaumes numides. Et en regardant un peu, vous verrez que ces caractères puniques s'écrivent de droite à gauche. Et à l'intérieur, si on se débrouille un peu, on voit les consonnes M, S, S, MSN, mais sans les voyelles. Et c'est transcrit en général c'est transcrit en caractère latin. C'est ce que vous avez ici en page 4, la légende en caractère latin qui signifie Massinissa, possesseur du royaume. Alors par ailleurs, il fallait pour embrasser ce vaste destin de Massinissa, faire intervenir non seulement la Numidie, les Numides et la Numidie, mais aussi Carthage et aussi Rome. Parce que ces 3 pays ont été pris
dans une confrontation terrible, pendant un siècle littéralement, la confrontation ayant lieu entre Rome, une puissance impérialiste en plein essor, et Carthage, qui était maîtresse du bassin occidental de la Méditerranée. Donc cette confrontation s'est déroulée sur un siècle dans 3 guerres qu'on appelle les guerres puniques. Alors vous me direz que viennent faire les Numides là-dedans. Les Numides ont été enrôlés, tantôt par Carthage, tantôt par Rome, pour abattre l'adversaire. Donc je ne pouvais pas faire l'économie d'une présentation rapide de Carthage, parce que vous risquez de dire c'est trop prolixe, il y a trop de choses, etc. Alors c'est tout à fait au début. J'ai mis brève histoire de Carthage, qui est un partenaire, un protagoniste incontournable. Et puis, la conséquence de cette première guerre punique, qui s'est déroulée de 264 à 241, ça a été pour Carthage la guerre des mercenaires. C'est-à-dire quand Carthage a perdu la guerre, qui a duré 20 ans, qui l'a épuisée, elle s'est trouvée face à une révolte de ces mercenaires. Alors vous pouvez très bien me dire, mais ces mercenaires, en quoi intéressent-ils les Numides ? Ce sont non seulement des mercenaires étrangers au territoire africain, mais aussi des Numides, mais aussi ce qu'on appelle les Libyens, c'est-à-dire des habitants des sujets de Carthage, dépouillés de leur liberté, etc., mais aussi des Libyens tout à fait libres, dont le chef était, Mato. Donc je ne pouvais pas faire non plus, je suis en train de me justifier à tout bout de champ, je ne pouvais pas faire non plus l'économie de la guerre des mercenaires, qui est un épisode terrible et passionnant. Alors ensuite, l'idéal aurait été de rentrer de plein pied et de faire la connaissance de Massinissa dès le chapitre 3. Seulement, il fallait quand même présenter les royaumes africains, c'est-à-dire Numides et Maures, et ceux qui avaient précédé Massinissa et Syphax. Alors je l'ai fait rapidement, et enfin j'arrive à la deuxième guerre punique, qui est absolument fantastique, extraordinaire, par les généraux qui ont dominé, entre autres Hannibal, pour qui j'ai une véritable passion. Je ne rate jamais une occasion de parler de lui. Donc Hannibal et l'entrée de Massinissa sur la scène de l'histoire. Alors comment on dit, les historiens sont d'accord pour dire que l'histoire commence avec l'écriture. C'est dès le moment où nous avons des textes concernant un personnage, un peuple, etc., que ce personnage entre dans l'histoire. Et nous avons vraiment la chance que Massinissa est l'un des 2 rois qui est au début de l'histoire. L'histoire de la Berbérie commence avec Massinissa et Syphax, son rival malheureux. Alors Massinissa intervient dans ce conflit et en dit entre parenthèses, c'est grâce à leur participation à ces conflits que les Berbères sont entrés dans l'histoire. S'ils étaient restés pacifiquement dans leur pays, sans s'occuper des Romains ni des Carthaginois, on n'aurait jamais parlé d'eux, on ne les aurait pas connus, on n'aurait jamais parlé d'eux. Donc ils ont eu la bonne idée de s'allier d'abord aux Carthaginois, ensuite aux Romains, ce qui fait que les historiens, Tite-Live et Polybe et d'autres mineurs qui écrivaient l'histoire de Rome ont été amenés à parler de ses alliés.
Autrement, je vous dis, on n'aurait rien su du tout des Berbères. Alors voilà, on a donc, c'est ici, voilà la deuxième guerre punique. Enfin, Massinissa apparaît au chapitre 6, c'est-à-dire la page 62. Bon, à partir de là, son destin se déroule sans problème. Alors c'est grâce à cette... il s'allie d'abord aux Carthaginois, mais comme il s'est rendu compte que les Carthaginois perdaient du terrain en Andalousie, c'est là qu'ils étaient installés, eh bien il a eu du flair, il faut dire le mot, comme il voulait absolument, il était très ambitieux, il voulait agrandir son royaume, etc. Il est passé dans le camp des Romains. Donc allié des Carthaginois, il est passé dans le camp des Romains, dont le général était le grand Scipion, qui plus tard a été surnommé l'Africain. Et Massinissa a participé, et pour quelque chose, dans la bataille de Zama, de 202, qui a signé la défaite de Carthage. Donc il a su s'allier avec les Romains au bon moment, parce que les Carthaginois étaient en train de perdre du terrain. Alors après cela, donc, je ne décris pas, après cela, la guerre a été portée en Afrique par Scipion l'Africain. Alors la bataille de Zama également. Et le traité était très favorable à Massinissa. Il était spécifié qu'il avait le droit de revendiquer tous les territoires qui avaient été occupés par ses ancêtres et annexés par Carthage. Alors à partir de là, entre la Deuxième et la Troisième Guerre, il a commencé à arracher à Carthage des pans de son territoire, avec la complicité, les encouragements du Sénat de Rome, qui voulait absolument se débarrasser de Carthage. Et c'est ainsi qu'a commencé la Troisième Guerre punique, parce que Carthage était excédé par ses empiètements, excédé de ne pas obtenir gain de cause, et elle a fini par prendre les armes, alors que le traité de 201 lui interdisait formellement de faire n'importe quelle guerre sans l'assentiment de Rome. La Troisième Guerre a duré 3 ans seulement, et ça a consisté dans l'étouffement de la ville de Carthage et dans sa prise. Elle a été prise et incendiée par les Romains. Alors Massinissa n'était pas content du tout, parce qu'il ne savait pas quel développement allait prendre la politique romaine. Les Romains se sont bien gardés de lui dire, pourtant c'était des amis, ils se sont bien gardés de lui dire qu'ils voulaient s'emparer de Carthage pour la détruire. Et ce n'est qu'à la dernière minute, pratiquement, qu'ils le lui ont dit, alors que lui faisait de beaux rêves. Il s'imaginait qu'il allait prendre la ville de Carthage et en faire la capitale splendide de son royaume. Donc c'était pour couper court aux ambitions de Massinissa, pour se débarrasser de Carthage, qui était puissante, et pour éviter que Massinissa ne prenne trop de puissance, que la ville a été détruite. Et lui n'était pas, je vous dis, il était tout très, très, très mécontent. Alors voilà, je vous ai dit que tant que les Berbères faisaient la guerre, on a parlé d'eux pendant la Deuxième et Troisième Guerre punique. Mais dès le moment où la paix revenait, c'est le silence. Si bien que pour les guerres puniques, les guerres de conquête, etc., on a beaucoup de documentation, mais pour le règne de Massinissa, il n'y a pas grand-chose. À peine un événement tout à fait secondaire qui est rapporté.
Si bien que le chapitre sur le règne de Massinissa n'est pas très copieux et se réduit à peu de choses. Alors, ce que je voulais comme recommandation, c'est de ne pas s'acharner, parce qu'il y a pas mal de batailles, et je décris, comme les historiens décrivent, font le plan de la bataille. Quelle est l'armée qui est engagée, de fantassins, de cavaliers, de vélites, de ceci, de cela, quels sont les alliés, et puis un plan de bataille avant que les deux armées se jettent l'une sur l'autre pour en découdre. Alors, si vous trouvez ça ennuyeux, ça ne vous inspire pas, ne lisez pas, faites ça. Allez, lisez ce qui vous intéresse. Moi, il m'est arrivé de relire, je ne revoyais pas du tout ce que je... Tu es vraiment un auteur démocrate, hein. Non, mais c'est vrai. Et puis s'il y a des développements sur, je ne sais pas, sur les royaumes numides avant l'apparition de Massinissa, si vous trouvez ça rébarbatif, eh bien, ne vous ennuyez pas. Vous les lirez une autre fois. C'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je crois que j'en ai terminé. Ah, surtout, je termine là-dessus, connaître le contenu du livre. Parce qu'on est venu me dire pour Jugurtha, et pourquoi tu n'as pas mis une carte, on ne s'y retrouvait pas, etc., etc. Non, le plus simple, c'est de voir le sommaire. Voilà la table des matières qui est à la fin. Donc ça vous donne les 3 parties avec les chapitres. Et surtout, ce qui est intéressant à la fin, c'est la table des illustrations qui sont dans le texte. Il y en a 7 qui sont importantes, et des illustrations hors texte qui sont tout à fait vraiment belles, en particulier, alors dans le texte et hors texte, la carte que vous avez. Et puis ce qui est surprenant, c'est une pièce de théâtre qui a eu lieu, qui a été jouée en 1996, et dans laquelle on voit Massinissa, je dis bien 1996 à Paris, Massinissa et Sophonisbe, sa deuxième femme. Ici, ils n'ont pas l'air, ils ont l'air de mener d'avoir une explication très vive, mais il faut vous dire que grâce à Sophonisbe, on a parlé de Massinissa vers l'an 2000, parce que des poètes ont parlé d'elle. C'est elle qui a été l'héroïne pour les auteurs de la Renaissance, et puis même au-delà. Il y a eu un opéra, il y a eu des tableaux de peinture, etc., etc. Alors j'ai tenu à ce qu'il y ait une illustration, c'est cette photo de scène, et j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, mais j'y suis arrivée quand même, et je suis contente de l'offrir au lecteur. C'est une très belle illustration de l'éternité ou la permanence de Massinissa. Voilà, si vous avez... Alors, j'ai quelques notes, mais je préfère ne pas les consulter, ça va me mener... D'accord, mais je peux quand même poser des questions sur Massinissa, je peux. Bon, on peut dire quand est-ce qu'il est né déjà, non? Ah oui, ça, ouais. Tout est dans le livre. Ouais. Hein. Alors, il est né... Il faut qu'on donne envie aux gens de lire le livre. Oui, C'est le but de la manœuvre. Je prends mes notes. Alors, je peux le dire à ta place, il est né en 238 avant Jésus-Christ. Oui. Son père s'appelait Gaïa. Mm-hmm. Sa mère a joué un grand rôle dans son éducation. C'était qui sa mère? Alors, les femmes, on ne connaît jamais leur nom. C'est ce que je dis à chaque fois. Il n'y a que les noms des hommes, pas de nom de femmes. Alors sa mère, on dit que c'était une grande prophétesse,
Elle était très attachée à son fils. D'après d'autres auteurs que Tite-Live et Polybe, il l'emmenait avec lui dans les camps. Elle le On est suivait. en Espagne notamment. Oui, 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 il l'emmenait en Espagne, en Afrique du Nord, et elle servait à prédire l'avenir et à dénoncer la présence d'un ennemi, de complots, etc. Alors, comment il est arrivé au pouvoir? Il n'est pas arrivé facilement quand même, hein. Je veux dire, à la mort de son père, qu'est-ce qui s'est Ah passé? oui, 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 c'est vrai. Alors, à la mort de son père, le pouvoir à l'époque se faisait par... Il faut parler dans le micro, Ah oui, oui, Awari. ça me gênait. Je poussais. D'accord. Alors, il l'a fait après avoir, parce qu'il a été dépossédé du trône de son père. Il était en Espagne de 212 à 206 à peu près, oui, 206. Et lorsqu'il a appris la mort de son père, il n'est pas retourné parce que c'était un héritier légitime. C'est le plus âgé de la tribu qui a pris le pouvoir. Ensuite est entré en scène un usurpateur qui s'appelait Mazetoul, qui a pris le pouvoir. Et à ce moment-là, Massinissa était obligé de rentrer au pays pour défendre son trône. Voilà. Oui. Alors, il avait une très bonne formation militaire. Ah. Son père lui-même a veillé à ce qu'il ait. Oui, 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 oui. Alors les Numides, dès qu'ils se tenaient debout, je parlais, montaient à cheval. C'était vraiment, pour cette raison, c'était des cavaliers hors pair et dont la réputation a dépassé les frontières. Surtout pendant ces guerres puniques où les Roms, Carthage demandaient la cavalerie numide qui était extraordinaire, c'est le mot qui est employé, qui est extraordinaire. Alors il a, comme le Jugurtha, plus tard, dès qu'il était jeune, enfin dès son plus jeune âge, il faisait un entraînement sportif, militaire, la chasse, qui est une façon de se préparer aussi à la guerre. Et son père l'a envoyé à ce moment-là en Espagne, en 212, pour accompagner des contingents, surtout des cavaliers, à Carthage. Voilà. Alors, quelle était l'étendue du royaume dont il a hérité et quel était le royaume qu'il a laissé lui? Oui, on va prendre la carte. Alors, vous voyez la Tunisie, donc à l'est. Il n'y a pas les frontières de Carthage. Je vais regarder avec toi, je ne trouve pas. Alors, donc à l'est, vous voyez par exemple Tabarka, Vaga. Alors ça vous permet de suivre la frontière. Voilà, c'est une frontière qui part à peu près de Tabarka jusque... Alors Capsa était un territoire... Donc, voilà, le territoire carthaginois était au nord de la Tunisie, celui de Gaïa juste à côté, tout petit. Par exemple, Cirta faisait partie du royaume de Syphax. Ce n'était pas le royaume de Gaïa. Donc le royaume de Gaïa était quelque chose de très modeste entre le territoire de Carthage et celui de Syphax. Par contre, Syphax avait c'est le roi des Numides de l'ouest. Il allait au niveau de Siga. Voilà, Siga. Ici, oui. C'était un immense territoire. Et Gaïa Syphax était un roi très puissant. Enfin, bon. Était un roi très puissant qui régnait sur la plus grande partie de la Numidie. Et l'ambition, Massinissa avait tellement d'ambition que
il a réussi à unifier les deux Numidies. On disait les Massiles, c'était les Numides de l'Est, il était Massile, et les Massiciles de Sifax, c'était les Numides de l'Ouest. Donc il a réunifié les deux Numidies et il a occupé un territoire qui allait jusqu'à la Moulouya. La Moulouya, au sud, jusqu'à les Ptis Magna, c'est-à-dire les Sirtes. Donc c'était un véritable empire et je pense que s'il avait eu le temps, il aurait dévoré aussi le royaume des morts. Il avait un appétit insensé. Voilà donc son héritage. Et de plus, il a ouvert son pays sur le monde extérieur après la défaite de Carthage, parce que Carthage emprisonnait les royaumes numides et les empêchait d'avoir des relations commerciales avec le monde extérieur. C'était elle qui faisait du commerce, c'était elle qui avait le monopole du commerce, et si jamais elle surprenait un bateau qui était entré dans ses eaux, dans ses parages, elle le descendait par le fond, elle le coulait. C'était vraiment une puissance maritime extraordinaire et les royaumes numides étaient sous sa tutelle. Sous sa tutelle. C'est-à-dire qu'ils n'avaient... Oui, c'était sous sa tutelle, je ne peux pas dire autre chose, oui. Alors ils étaient obligés de lui livrer des armées, de payer des impôts, etc. Avec la disparition de Carthage, les Numides respiraient beaucoup mieux. Ils ont pu eux-mêmes prendre contact avec l'extérieur, en particulier avec la Grèce. Ils avaient des relations commerciales et culturelles avec la Grèce, en particulier avec l'île de Délos, où Hakim Massinissa a offert du blé et où ses fils lui ont construit un monument familial. Son fils Mastanaba, le père de Jugurtha, était également en relation avec les Grecs parce qu'il avait une écurie qui participait au concours des Panathénées tous les 4 ans. Alors ce Mastanabal avait également reçu une éducation grecque et moi c'est la partie de son bilan qui me plaît le plus. Du temps de Massinissa, ça a continué avec son fils, son successeur, comment s'appelait-il? Micipsa. Ouais. Il y avait vraiment une grande, intellectuellement, culturellement, les Numides, bien qu'ayant subi l'influence de Carthage, qui était parvenue à un degré supérieur, ils étaient imprégnés par Carthage, la langue, la religion, le costume, les institutions, mais ils étaient davantage fascinés par la Grèce. Et on sent ce tropisme par le fait qu'à la cour à Cirta, la cour des rois numides, on parlait le grec. Ça a été pour moi une très très grande surprise. On parlait le grec. Mastanabal et Micipsa étaient éduqués en grec, c'est formellement attesté. Et en particulier Micipsa, qui était un roi pacifique. Ce qui ne plaisait pas tellement aux Numides parce qu'ils aiment les rois guerriers, les chefs de guerre. Ils aimaient recevoir à la cour des philosophes et ils discutaient de philosophie au lieu d'aller se battre contre les voisins, etc. Alors, et ça c'était attesté également par l'architecture. Le tombeau de la chrétienne, le Médracène, sont construits sur le modèle du tombeau d'Alexandre en Alexandrie. Donc ils y mettaient les modèles de construction. Sur la photo de cette page, vous verrez que
Non, ils ne portent pas le bandeau, mais d'autres ont porté ce qu'on appelle le bandeau hellénistique. Des rois qui, après leur victoire, mettaient ce bandeau, et il y a tant d'autres détails dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et puis ça épuiserait le sujet du livre, là, non? Il vaut mieux laisser un peu de mystère. Oui, on va quand même parler un peu davantage de Massinissa. Alors, il a régné très longtemps. Hein. 50 ans. 50 ans. Il n'a pas fait que la guerre. Une bonne partie de son règne a été plutôt paisible. Et puis, il y a des choses qui se sont faites quand même qui ont marqué l'histoire de cette région. Par exemple, l'invention de l'alphabet libyque. C'était sous Massinissa. Enfin, c'était... Non. Je m'excuse de le dire comme ça, mais Massinissa était un si grand roi, si puissant, je ne sais pas, c'était une espèce de monument. Alors, la légende, etc., lui a rapporté tout. Il a fait ci, il a fait ça, il a introduit l'agriculture, il a créé l'alphabet libyque, etc. Alors, Camps et bien d'autres sont venus trier, on dit, le bon grain de livret et dire oui, ça appartient à Massinissa, il a fait ça, etc. Mais pas l'alphabet libyque, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a introduit l'agriculture. Ben, c'est toi qui le dis dans ton livre. Non, non plus. Alors, tu contredis ton propre livre. Non, je n'ai pas dit ça. Je m'excuse. Alors, on prétend aussi qu'il a introduit l'agriculture, c'est-à-dire il a civilisé ces nomades, il les a fixés au sol, et puis il en a fait des cultivateurs. Camps, par ses travaux de recherche, a découvert que les Numides pratiquaient l'agriculture plusieurs siècles avant Massinissa. Mais lui, son mérite, c'est d'avoir agrandi les terres, la superficie des terres cultivables, d'avoir développé l'agriculture, d'être devenu un pays très riche. Des villes se sont créées. Enfin, son royaume a connu pendant 50 ans un développement quasi miraculeux. Voilà, il a fait la prospérité de son royaume, l'essor de son... Là, je vais me permettre de te citer quand même, hein, parce que... Vas-y. Alors, page 161, il contribue au développement de l'agriculture par la conquête d'immenses territoires. La vaste Massili, riche en terres à blé, des territoires puniques, fertiles, entre autres ceux des Emporia, des Grandes Plaines. Quelques années avant sa mort, la longue paix qu'il assura à ces sujets fut un facteur, et non des moindres, de la prospérité agricole de la Grande Numidie. La dynastie Massil possédait des domaines royaux que Massinissa mit en valeur et agrandit sans doute après chacune de ses annexions, comme on le voit. Le souverain portait un grand intérêt au développement de l'agriculture. D'après Diodore de Sicile, il laissa à chacun de ses fils un domaine de 10 000 plêtres, soit l'équivalent de 875 hectares. Quand même, c'est toi qui l'as écrit. Alors, je vais reprendre. Il y a un malentendu entre nous. Non, tu cites Camps, oui, je sais que tu cites Camps, mais tu le relativises pas. Tu le relativises pas dans ses affirmations. Alors, ce qu'il y a, c'est que les anciens, Polybe, Strabon, je ne sais plus qui, étaient pétrifiés d'admiration devant Massinissa. Et ils lui ont attribué la création de l'agriculture chez son peuple de nomades. C'est lui qui les a civilisés, c'est lui qui les a fixés au sol, obligés à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture. Bon, il y a donc ça a été mis en cause par Camps. Par contre, son mérite, et non des moindres, c'est d'avoir assuré à son peuple 50 ans de paix, ça c'est énorme, et d'avoir, avec les terres annexées, c'est-à-dire les terres de la Massicile, du royaume de Syphax, les terres de Carthage qui étaient très fertiles,
d'avoir contribué à développer l'agriculture grâce à ces surfaces conquises. Voilà, je crois que là, on est d'accord. On est d'accord. D'accord. Allez. Alors, on va parler aussi un peu de lui, de ses enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Hein. Il en a eu 44. 44, oui. On dit 44 ou 54, parce qu'il il avait un harem, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de femmes légitimes et beaucoup de concubines. Alors bien sûr, les enfants devaient pulluler. Comme je l'ai en Arabie Saoudite, je crois, c'est pareil. Ils se retrouvent. Les enfants pullulaient entre 44 et 54, mais la mort faisait qu'il lui en restait une dizaine à peu près en vie. Alors la mort due à la guerre, due à la chasse, ceci, cela, il restait une dizaine d'enfants en vie, pour des enfants mais légitimes pour lui succéder. Parce que les illégitimes, non, je ne dis pas illégitimes, c'est pas bon. Il n'avait pas ces préjugés contre ce que l'on appelle les bâtards. Il les prenait en charge et il leur laissait à sa mort des biens en vie et puis à sa mort. Et puis, enfin, tu cites les mémoires de Ptolémée VIII, Oui, qui dit qu'il aimait tellement les enfants qu'il gardait ses petits-enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, avant de les rendre à ses fils. Il adorait les enfants. Donc, comme il avait de nombreuses filles mariées, de nombreux fils mariés, il allait prendre les petits, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, il les gardait au palais chez lui, il s'occupait d'eux, bon. Et puis, il y a une fois qu'ils avaient atteint 3 ans, il les rendait à leurs parents et il faisait venir comment dire, d'autres enfants. Alors, il y a une anecdote amusante, c'est que des marchands romains étaient venus le voir pour acheter des singes. Parce que l'une des exportations de la Berbérie à l'époque, il y avait le blé, le vin, les défenses d'ivoire, les bêtes, etc. Et il y avait aussi les singes. Alors il leur disait, mais ces singes, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour que les riches romaines ne s'ennuient pas. Alors dit, mais chez vous, on ne fait pas d'enfants chez vous? Pour qu'elles soient obligées de s'amuser avec des singes? Voilà. Voilà. On va peut-être prendre des questions, des réflexions, des réactions. On va prendre quelques-unes. Moi, j'ai une question à poser à propos de ta question sur l'alphabet libyque, qui n'a pas été créé effectivement par Massinissa, c'est connu ça. Parce qu'une des inscriptions qui est datée de manière certaine, en particulier celle d'Azibnikis au Maroc, date du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc voilà, c'est pas Massinissa du tout. Par contre, et ça c'est une question que je pose à l'auteur du livre, Massinissa, ou plus exactement son fils, Mikipsa, qui a érigé à la mémoire de son père un mausolée dont la photo est dans le livre, Souga. Il y a une inscription en 2 langues, punique et libyque, et c'est peut-être même le seul usage officiel du libyque de toute l'histoire de l'Afrique du Nord, en attendant que Bouteflika s'y mette. Donc, alors la question que je pose, c'est comment cet usage du libyque est-il venu? Parce que en particulier la pièce de monnaie que vous avez reproduite ici, c'est effectivement du punique. On reconnaît MLK qui veut dire royaume, voilà, racine sémite. Tandis qu'en libyque, on retrouve d'ailleurs ce mot roi qui est Agellid, donc qui ne ressemble pas du tout à ce mot punique. Alors comment
dans ce contexte très ouvert aux autres cultures dominantes de l'époque, la culture grecque qui n'était pas rien, le phénicien, le punique, et puis le latin qui arrive, comment se fait-il que justement Micipsa ait apposé cette inscription en libyque à ce mausolée de Touga? Alors, autre chose, vraiment une anecdote amusante. En 1995, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est à propos de sophonisme, quand j'ai vu la photo de sophonisme du théâtre, en 1995, une jeune sophonisme est allée surveiller les élections au consulat d'Algérie. Elle s'est fait jeter au motif que sophonisme était un nom d'étranger, qu'on admettait que des Algériens pour surveiller les élections. C'était en 1995 à Paris. Alors, pour le libyque, oui, effectivement. Le libyque, je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur sa création. Oui, tout de même. Il y avait 2 alphabets libyques, l'occidental et l'oriental, qui n'ont pas été déchiffrés jusqu'à l'heure actuelle. Si. Les alphabets ont été déchiffrés, en particulier grâce à ces inscriptions de Touga. Donc on connaît parfaitement les valeurs des lettres. Maintenant, quant à traduire la langue dans laquelle, c'est une autre affaire. Mais les alphabets, on connaît parfaitement leurs valeurs. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, que le nom de Massinissa, en libyque, il y a un N, comme celui de Micipsa d'ailleurs, Mekausen et Massensen, il y a un N qu'on ne retrouve pas dans la transcription latine. Donc les alphabets sont déchiffrés. Mais les mots, on retrouve le mot Aglid, qui est encore utilisé. Les Marocains parlent de leur roi en disant Aglid aujourd'hui, et pour roi, qui précède à chaque fois Gaïa, Massinissa, etc. Donc c'est le même mot. On retrouve un certain nombre de mots comme ça, mais très peu. Ouzel, le fer, qui a servi de matériau pour la construction de ce monument. Voilà. Mais par exemple, on a beaucoup de mal à reconnaître le chiffre 10, parce que l'inscription dit dans le 10e année du règne de Micipsa, les habitants de Touga ont construit, etc. Alors qu'on retrouve à Ashara dans l'inscription punique, etc. Mais pas du tout. On a du mal à lire effectivement l'inscription libyque au jour d'aujourd'hui encore. À part quelques lettres, quelques mots comme ça, ou bien ou, qui s'utilisent encore dans les noms aujourd'hui. On dit Mohandou Shahavan, même en kabyle on dit ça. Le ou, c'était Massinissa ou Gaïa. Vous voyez, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, ça ne vient pas de l'arabe ould, c'est bien avant. Voilà. Alors, vous avez bien souligné que je ne dis pas en concurrence, que les Numides et même les Maures, c'était leur langue, le phénicien, qui en terre d'Afrique est devenu le punique, parce qu'il a été légèrement modifié, différencié du phénicien, est devenu une langue quasi officielle. On la trouve, le punique, on trouve sur les pièces de monnaie, sur les inscriptions, sur les actes officiels, etc. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, je crois l'avoir. Oui, tout simplement parce que c'est une langue pratique à écrire. Tandis que le libyque, qui est en forme qui a des formes géométriques, voilà, toujours est-il, ce que je peux vous répondre, ce que je sais, c'est que c'est le libyque qui a prédominé. Le punique, pardon. Le punique qui a prédominé. Mais effectivement, sur l'inscription bilingue de Touga, on trouve côte à côte le punique et le libyque. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. Et je ne crois pas qu'on ait d'explication à ce sujet. Sauf, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais une idée? Moi, je n'ai trouvé aucune explication. Bon, c'est un constat. Le libyque et le punique sont côte à côte et c'est tout chez les historiens. Une question toute simple.
quelle était la religion de Massinissa à cette époque et de leur équipe, si j'ose dire? Alors, ce qui est positif chez les anciens, qui étaient polythéistes, c'est qu'ils n'étaient pas intolérants. Que ce soit les Grecs, les Romains, non seulement ils étaient polythéistes, donc ils adoraient plusieurs dieux, chacun avait toute licence de choisir le dieu qu'il voulait, qui lui agréait, de lui rendre un hommage, de lui rendre d'accomplir des rites, etc. Bon, il y avait les grands dieux de la cité, Jupiter, Junon et Minerve, qui étaient au Capitole pour la religion officielle. Mais les particuliers, non. Et avec ça, ils acceptaient les dieux étrangers, parce qu'ils se disaient, pour nous, c'est un plus. S'ils viennent chez nous, ils nous apporteront leurs bienfaits, ils nous favoriseront. Donc il fallait en avoir le plus possible. Ça ne posait pas de problème. C'était la même chose pour les Numides. Alors ils avaient leur religion qui était une religion naturaliste, tout à fait avant leur contact avec toute civilisation. Ils adoraient des rochers, des arbres, de l'eau, les sources, les fleuves, etc. Toutes les manifestations de la nature, aussi la lune, les étoiles, et ils ont adopté les dieux de Carthage, en particulier les principaux, c'est-à-dire Baal, Amon et Tanit, c'est bien ça. Alors, ils avaient leur temple à Cirta, je crois que c'était dans le sud de la ville, et ça ne posait aucun problème. Alors, Cicéron raconte que Massinissa, recevant Scipion Émilien, était ému aux larmes, l'a embrassé, et il a invoqué le soleil, la lune et les étoiles pour attirer la bénédiction sur eux. Bon, c'était une religion très, très ouverte. Il y avait aussi le culte du bélier. Ça ne me vient pas rapidement à l'esprit, mais je vous dis, c'était une religion accueillante. Il n'y avait pas du tout de discrimination, pas du tout. Ouais. Il y avait l'histoire des défenses de Massinissa. Pardon? Les défenses d'éléphants. Ah oui. Qui montre quand même qu'il avait le sens du sacré. Oui. Alors c'était tout ça, je la rappelle très vite, c'est l'une des rares anecdotes que l'on trouve concernant son règne, c'est que il avait un de ses amiraux est allé dans le temple, oui, est allé dans le temple de Junon c'était le sud de l'Italie, oui. Et il a trouvé des défenses d'éléphants qui étaient absolument magnifiques. C'était le propriétaire les avait offerts à la déesse parce qu'ils étaient très, très, très beaux et il espérait s'attirer la bénédiction de la déesse. Alors il les a rapportés à Massinissa, tout content de lui offrir ses défenses d'éléphants. Alors Massinissa était content lui aussi. Et après, il a fait son enquête. Où est-ce que tu les as trouvés, etc. Quand il a appris qu'il les avait dérobés d'un temple, le temple de Junon, dans le sud de l'Italie, et en fait, de Junon, c'était Astarté. C'était le nom que l'on donnait à Astarté, une déesse phénicienne. Alors il s'est dépêché, il a dit tu vas les ramener tout de suite. Et puis il a écrit un texte justement en punique pour s'excuser de ce vol. Il était vraiment respectueux de la religion des autres. Oui.
Juste deux questions et très brèves. Au début de votre intervention, vous placiez le curseur de l'histoire de la Berbérie avec Sifax Massinissa. Oui, tout à fait. Alors moi je me dis, pourquoi Sifax Massinissa alors que Yarbas, par exemple, lorsqu'il y a eu le fameux marché de dupes avec Didon, ça a été quand même un tournant dans l'histoire de la Berbérie. Ça, c'est ma première question. La seconde question, elle concerne le fait que Massinissa se soit rangé du côté des Romains. Est-ce qu'il s'agissait réellement d'une tactique, d'une stratégie, ou bien est-ce que c'était pas lié au lourd contentieux qu'il avait avec Sifax? Après tout, il lui a piqué sa femme, si j'ai... Sophonisme. C'est le mot. Voilà. Alors, voilà, c'est mes deux questions. Ouais. Très bien. Alors, vous avez cité... Alors, vous dites que je fais que l'histoire de la Berbérie commence avec Massinissa et Sifax, parce qu'ils ont participé aux guerres des Romains et que les historiens en sont venus à parler d'eux incidemment. Et oui, il y a eu telle guerre, et des alliés, Rome avait pour alliés, Carthage avait pour alliés, etc. Incidemment, ce n'est pas pour ce qui intéressait ces historiens, c'était l'histoire de Rome. L'histoire de Rome. Et je vous dis, c'est à ce moment-là qu'ils ont figuré dans les textes, mais des textes assez étendus pour constituer une histoire. Parce qu'on peut voir à ce moment-là les relations de Massinissa et Sifax avec les deux puissances, leur rivalité. Donc ça forme un tout assez suivi et cohérent. Et là je fais une parenthèse, je remercie Tite-Live d'avoir parlé de sophonisme, à laquelle il aurait pu consacrer quelques lignes. Mais là, vraiment, non seulement il lui a consacré de longues pages, mais on sent qu'il avait plaisir à raconter ce roman d'amour, parce qu'il en avait plein la tête, il en avait par-dessus la tête des guerres, etc. Et là, c'était une pause un peu miraculeuse, que cette Sophonisme, qui était merveilleuse, qui a eu 2 rois pour époux, et puis qui est morte à la fin. Et est morte comme une Romaine. C'est ce qui ressort de la pièce de Corneille et de ceux du XVIe siècle. C'est une héroïne romaine, digne d'être romaine. Alors on ne peut pas faire commencer l'histoire à Yarbas, parce qu'il n'y a pas tellement de textes étendus qui le concernent. C'est lui qui a persécuté Didon, par son amour, qu'il l'a persécuté, oui. Il allait, il revenait, il voulait l'épouser, et il ne la laissait pas tranquille, si bien qu'elle a décidé de se suicider. Et quand il est... comment s'appelle-t-il? Camps a écrit un très beau livre sur les femmes, ça s'appelle... au féminin, le Maghreb au féminin, plutôt l'Afrique du Nord au féminin. Donc il a reconstitué, il a romancé l'histoire de Didon. Alors Yarbas est revenu à la charge encore une fois, et puis on lui a dit ça y est, elle est morte, elle s'est brûlée, etc. Alors il paraît, le petit Combes, il a pris ses jambes à son cou, et on ne l'a jamais revu. C'était le meilleur moyen de se débarrasser de lui. Voilà, ça ne peut pas constituer une histoire, un début de l'histoire. Et le deuxième, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, enfin, vous avez en fait en partie répondu concernant les véritables motivations de Massinissa lorsqu'il s'est rangé du côté de Rome. Est-ce que c'est un calcul politique ou est-ce que c'est le contentieux en fait qu'il avait avec Sifax? D'accord. Alors, comme vous pouvez vous en douter, les historiens ont épluché les textes, ont organisé des colloques,
se sont disputés, discutés, etc., on a un certain nombre de causes. On a trouvé un certain nombre de causes. L'une, c'est le dépit amoureux. Mais je ne sais pas si le dépit amoureux fonctionne en politique. C'est que Hasdrubal, le grand général carthaginois, avait promis sa fille Sophonis à Massinissa. Et quand Carthage s'est trouvé en danger, il a changé d'avis, il a commis ce qu'on appelle un parjure, parce qu'un engagement de cette taille se fait devant les dieux, avec sacrifice, échange de serments, je ne vous dis pas. C'est quelque chose d'indestructible. Donc il a commis le parjure et il a donné sa fille à Syphax. Massinissa n'a pas accepté ça, il l'a gardé sur le cœur et bien sûr il voulait s'en venger, il s'en est vengé à la première occasion. Dès que Cirta lui a été livrée, il l'a fait même basse sur la femme de Syphax. Bon, tout de suite. Alors ensuite, quels sont les autres? Syphax, deuxième cause, c'est que Syphax s'est allié aux Carthaginois lorsque Scipion l'Africain a porté la guerre en Afrique. Alors lui, donc il lui restait et il voulait vraiment en finir avec lui. Alors lui, la seule solution qui lui restait, il avait contre lui Carthage, il avait contre lui Syphax, donc c'était de s'allier aux Romains. Et puis une autre raison qui peut sembler, qui peut venir à l'esprit, c'est que Carthage a perdu toutes ses possessions d'Espagne en 206. Scipion l'Africain les a chassés d'Espagne. Il les a battus et chassés d'Espagne. Pour Massinissa, la conclusion à tirer était simple. Ils ont perdu la partie, donc ce ne sont pas ceux-là qui vont m'aider à reconquérir, et il devait reconquérir son royaume. Alors c'est ce qu'on appelle, il faut le dire, de l'opportunisme. Voilà. Comment? Oui. Oui. Sachant que la cavalerie Ah, faisait merveille, oui. de part des cavaliers, la qualité des cavaliers, la qualité des chevaux. C'était Chevaux barbes, oui. Ces barbes qui ont toujours évolué en Afrique du Nord, on les retrouve plus aujourd'hui. On retrouve des pur sang, on retrouve des pur sang arabes. Et curieusement, ces barbes, on les retrouve en Amérique latine. Alors l'explication tirée par les cheveux, peut-être, je ne sais pas, c'est que lorsqu'il y a eu les premières expéditions espagnoles à la conquête de l'Amérique latine, donc par Christophe Colomb, on avait embarqué parmi les passagers des soldats berbères qui ont pris avec eux leurs chevaux. Et ces chevaux-là, maintenant, c'est une thèse qui vaut ce qu'elle vaut. C'est ça, hein. oui. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, à propos des avances de Scipion l'Africain, effectivement, alors, qui est-ce qui a... j'essaie de retrouver qui est-ce qui a fait les premiers pas. Mais Scipion l'Africain, de toute façon, souhaitait avoir des alliés sur place. Alors il est allé d'abord, il s'est rendu chez Syphax. Il a fait un court voyage et il a été reçu par Syphax, mais Syphax était déjà allié à Hasdrubal qui lui avait promis sa fille. Donc il est revenu bredouille. Non, c'est Massinissa, je retrouve maintenant, c'est Massinissa qui a fait les premiers pas, qui a demandé à voir Scipion. Et Scipion, pour vous dire que c'est un grand homme, un diplomate, il n'a pas refusé cette alliance, bien que Massinissa ait été responsable
avec ses cavaliers numides de la mort de son propre père, qui a été tué dans le sud de l'Espagne. Non, il a accepté. Voilà, chacun trouve dans l'alliance son intérêt. Une question Azul. d'intérêt. Bonsoir. Deux ou trois petites questions. La première, sur l'histoire d'Elissa Dedan, qui a fui son frère Pygmalion et il est venu jusqu'à la Méditerranée occidentale. Et est-ce que vraiment cette histoire est vraie ou bien c'est une invention d'historien pour humilier, ridiculiser, dénigrer les berbères? Cette histoire de fourrure de bœuf qui est devenue en kilomètres carrés. La deuxième question à propos de Massinissa, puisqu'il a changé le système royal de la famille agnatique à la famille étroite, pourquoi il n'a pas désigné un de ses fils, plus âgé? Et si c'est Rome qui a divisé vraiment le royaume de Massinissa entre ses trois fils, il pourrait le faire quand même lui, avant sa mort. Et pour sa formation militaire dans l'armée carthaginoise, est-ce qu'il a été pour se former ou bien il a été pour aider les Carthaginois contre les Romains? Et pourquoi après ce revirement? Voilà. Merci. Alors je reprends, je prends la première question. C'est la légende de Didon qui s'est enfui après le meurtre de son mari, Siché, c'est ça, et qui a emmené avec elle des notables pour créer une nouvelle ville, une ville nouvelle. Alors qu'est-ce qu'elle a emmené? Des notables, oui, elle s'est arrêtée à l'île de Chypre, je crois, pour embarquer des femmes, pour qu'il y ait quand même une descendance. Il n'y avait que des hommes, alors bon, il fallait des femmes. Ils ont ramassé n'importe qui d'ailleurs. Et puis une fois arrivé sur place, il y a cette vente, elle a acheté, etc., de la peau de bœuf, etc. Tout ça, c'est de la légende. Tout ça, c'est de la légende. Non, c'est de la légende. Alors, la deuxième question, je ne me rappelle pas. Le partage de son royaume. Le partage du royaume de ses fils. Ah oui, le mode de succession qui prévalait au temps de Gaïa de Massinissa, c'est ce qu'on appelle la tanistrie. Tanistrie, c'est-à-dire qu'on considère, on prend toute la famille entière, l'oncle, les neveux, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on choisit le plus âgé. Ça a marché jusqu'à l'intervention des Romains. Alors les Romains, leur politique, c'était de se mettre, de veiller à ce qu'une puissance ne se crée pas. C'était leur cauchemar, parce que depuis qu'ils avaient eu la guerre d'Hannibal, Hannibal qui est apparu comme une espèce de foudre, qui les a battus à 4 reprises en arrivant en Italie, pour eux c'était le cauchemar. Il ne fallait absolument pas laisser un pays prendre de la puissance. Et c'est à partir de là, c'était pour un traumatisme, ils surveillaient constamment. Et c'est pour ça qu'après leur victoire lorsqu'ils ont remporté la Deuxième Guerre punique, ils se sont attaqués aux monarchies orientales. Et ils les ont toutes cassées les unes après les autres. Alors, ce que vous me demandiez, c'est... Voilà, j'ai encore oublié. Excusez-moi. Hein. Pourquoi il n'a pas désigné un de ses fils? Ah, voilà. Parce qu'il a changé le système royal. Vous avez... C'est l'administration romaine qui a... Oui. Oui, parce que c'était un roi souverain, il avait le droit ou bien de désigner un héritier,
ou bien d'appliquer la tanistrie. Mais les Romains sont entrés dans le jeu. Et Massinissa était devenu ce qu'on appelle, là j'ai consacré quelques pages pour expliquer les relations très particulières de clientèle que les Romains ont instaurées. Les Romains n'avaient pas de relation d'égal à égal avec les autres États. Il fallait toujours que ce soit des relations de clients. Le client qui est donc sous la tutelle, protégé, etc. Et à ce moment-là, ils le laissaient gouverner tranquillement son pays. Ils n'intervenaient pas dans la politique intérieure, sauf avec l'interdiction de ne pas faire d'alliance. Ils n'avaient pas le droit, les Numides n'avaient pas le droit de s'allier à un autre pays. Et quand il y avait un événement important, comme une succession, qu'ils tenaient à contrôler, ils envoyaient, alors c'était très subtil ils envoyaient quelqu'un, un sénateur de la famille des Scipions, qui étaient les amis de la famille de Massinissa. Donc dans cette relation de clientèle, la famille royale était alliée à la famille de Scipion. Et quand il y avait un problème, c'était un sénateur Scipion qui intervenait. Et ils ont réglé la succession de Massinissa et ensuite celle de Micipsa, si je me trompe, oui. Non, c'est les Romains qui... Et il leur a dit, il n'a pas désigné d'héritier. Pourtant, il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Il avait l'esprit clair. Il leur a dit, lorsque Scipion va venir, eh bien, vous écouterez, vous lui obéirez, etc. Voilà. Donc, vous voyez que la puissance des royaumes numides était quelque peu limitée par cela. Une ou deux autres questions, puis on va devoir arrêter malheureusement. Azul, bonsoir. Bonsoir. Merci à la CB d'avoir organisé cette rencontre. Moi, ma question est très simple. Je suis partie des dernières générations, donc je découvre un peu l'Afrique antique depuis peu, notamment grâce à l'ouvrage de l'Afrique antique, monuments et histoire de Jean-Claude Colvin et André Laronde. Moi, c'est très simple. Je voudrais savoir si au jour d'aujourd'hui, on a quelque part un musée où sont exposés des documents qui retracent un peu cette période de l'Afrique antique ou des objets, d'une part. Ma deuxième, c'est pas vraiment une question, c'est un avis de recherche que j'adresse à l'Assemblée. Je recherche désespérément l'ouvrage ou entrer en contact avec Malika Hachid, qui avait édité un ouvrage Les Premiers Berbères et qui n'existe plus et qui est épuisé en France. On m'a dit qu'elle était en Kabylie, donc si quelqu'un a moyen de rentrer en contact avec elle. Voilà, merci. Les premiers Berbères. Vous devriez le trouver en Algérie en tout cas. Ou à la Bibliothèque nationale. Moi, je crois l'avoir vue à la bibliothèque des Batignolles de mon quartier. Oui. Elle, c'est une préhistorienne, c'est ça? Oui, oui, je crois l'avoir vue, oui. Comme c'était la préhistoire, bon, je ne l'ai pas consulté. Mais si vous me laissez votre mail, est-ce que vous consultez comment dire, le fichier ou des bibliothèques nationales, des bibliothèques municipales? Est-ce que vous consultez? Oui, mais alors sur Internet, vous mettez Bibliothèque municipale Paris, et là vous tombez sur une page où vous écrivez votre requête, et on vous donne on vous dit si ce livre existe, et la liste des bibliothèques qui le détiennent. Ah non, et la première question, pardon?
c'est dispersé. C'est dispersé, il n'y a pas un seul musée ou une seule bibliothèque. Mais Internet, les bibliographies, par exemple, j'ai travaillé sur Chabot, les monnaies de Numidie, etc. Pour chaque monnaie, par exemple, celle-ci, il vous dit où elle se trouve, le numéro, etc. Tout est une question de recherche. Vous ne trouverez pas ça regroupé en un seul endroit, vous les trouverez en Algérie, ici, etc. Ouais. Mais vous pouvez me laisser votre mail, je vous répondrai. Oui. Bonsoir. À première vue, au frontispice de votre ouvrage, en voyant la monnaie, j'ai sauté tout d'un coup. On dirait une monnaie d'allégeance et ça ressemble, c'est un dessin très clair, un sesterce et non un auréus. Et ce qui est particulier, c'est que l'animal est l'empereur, qui a une couronne de laurier, a la tête tournée vers la droite et l'éléphant aussi. Donc, soit c'est un droit, ah oui. Vous voyez, il a donc, soit il regarde Rome directement, où il a la tête tournée à droite, et l'éléphant était en marche. Alors je pensais que c'était une monnaie d'animal, donc à la fois, est-ce que cette monnaie, je regarderai à la maison, il y avait un atelier monétaire à Carthage, ou c'est une monnaie, elle a la facture... À Cirta. Ah, à Cirta. d'accord. Oui, oui. Elle a la facture d'un auréus ou d'un sesterce romain. Donc on peut penser que s'il est né en 248, c'est une monnaie qui date de 200, quoi, de l'an 200. Oui. Hein? Pendant Donc, son règne. c'est ça, en plein. Parce que alors, il est né en 238, pardon. 238, c'est bien donc, ça. donc je descends. Donc, oui, il est mort en 148, oui. Mais elle a la facture non d'une monnaie grecque, mais d'une monnaie romaine. C'est important, les monnaies. À la jeune femme, les monuments numismatiques sont vraiment parlants. Est-ce que dans les fouilles à Carthage, en Algérie ou ailleurs, puisqu'on retrouve des monnaies romaines jusqu'en Inde, c'est pas une monnaie unique, elle a dû être fondue ou frappée à 10 ou 20 000 exemplaires. Il en reste toujours. S'il n'y a pas de monnaie unique comme ça, non? Non, celle-ci vraiment est une monnaie unique. Et je ne pense pas qu'ils en tiraient à tant d'exemplaires. Il y avait d'autres monnaies aussi qui servaient. Alors attendez, celle-ci est une monnaie de bronze, si je me trompe. Oui, c'est évident, c'est une monnaie de bronze. Mais elle a la forme d'un sesterce. Ce qui veut dire que on a du mal à imaginer que la politique du bassin méditerranéen était en place. On n'a rien inventé. Ce que je veux dire, c'est que on pouvait avoir une sorte d'euro méditerranéen avec la configuration des monnaies romaines qui était facile pour les transactions de Carthage jusqu'à Athènes ou jusqu'à Rome. Oui. Jusqu'à mais Barcelone. Celle-ci... C'était les mêmes poids, les mêmes valeurs, même diamètre. Voilà, alors celle-ci a été fabriquée à l'atelier de Cirta. Je n'ai pas approfondi. Elle est intéressante en ce sens que la légende étant punique et qu'elle est lisible et que l'éléphant est l'animal qui apparaît, enfin l'animal qui figure au revers. Ailleurs, c'est le cheval. Donc c'était les deux animaux qu'ils utilisaient. Ils utilisaient les éléphants comme une artillerie, comment on appelle ça, des tanks modernes, et la cavalerie numide qui faisait leur réputation. Oui, oui, oui. C'est autre chose. Donc là, on est dans une sorte de soit d'allégeance, soit de défi, parce que l'éléphant est en marche. On dit soit l'empereur regarde Rome directement, c'est une chose perspective, il ne regarde pas à droite, il regarde Rome directement. Par contre, l'animal est en marche. C'est comme ce qui est sur les monuments antiques, on cherche à dire ça. Pour le reste, on cherche sur le plancher. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, pardon?
surprenant. C'est une monnaie politique, c'est pas une monnaie de règne. Comment dire Alors vous dites que le souverain est tourné vers Rome. Il regarde, oui, il regarde Rome, ça, c'est évident. On prend une monnaie de Louis XIV, il était hors de question que Louis XIV regarde sur la droite, c'est-à-dire vers les guerres, voilà, etc., etc. Donc c'est tout à fait surprenant. Quand j'ai dit, est-ce que c'est la monnaie qui m'a fait sursauter. Oui. C'est une monnaie de conquête. Et à la fois, c'est soit une monnaie de conquête ou d'allégeance. Je ne pense pas, monsieur. Pourquoi tu veux placer Rome à gauche? Pourquoi tu veux mettre Rome à gauche, absolument? C'est parce que les dessinateurs n'ont pas la capacité de la perspective. La représentation sur un plat est difficile. Oui. Si vous avez eu la tête tournée de l'autre côté, ne regardez pas Rome. Non, mais Rome, là, n'est pas considéré. Alors là, c'est à quelle période? Je n'ai pas eu de date. Enfin, vous gardez votre interprétation, il n'y a pas de problème. Mais simplement, je vais regarder le monnaie s'il y a les autres monnaies. Alors, sophonisme. C'est quelle page? Oui. Ils sont tous tournés à droite. La revoilà, oui, effectivement. Oui, une autre question? Alors, une dernière question, une toute dernière. Oui, j'ai une petite question, peut-être un peu moins sensée que la précédente. Mais on voit bien le cadre géographique et le cadre temporel dans lequel se sont déroulés tous ces événements. Mais ce que je voulais savoir, c'était, est-ce qu'on a une idée sur la démographie de cette époque? Combien y avait-il de Berbères? Combien y avait-il de Romains? Combien y avait-il de... Je ne sais pas. Oui, pour les Romains, le chiffre doit exister, mais je ne l'ai pas en tête. Pour les Berbères, j'ai dû le voir, mais l'oublier, c'est quelques millions. Hein. Ce n'est pas comme, la démographie moderne. Non, peut-être une trentaine, au grand maximum. Vous savez, ils n'étaient pas tellement nombreux. Oui, mais pour toute la Berbérie. Mais pour l'époque aussi. Hein. Oui, pour l'époque. Oui. Mais ce n'est pas un chiffre très élevé, non. Une autre question? On va s'en tenir là, si tu permets, Waria. Je permets. Comme ça, les gens vont peut-être aller vers le livre. C'est le but. Qu'elle va signer d'ailleurs, là, qu'elle va dédicacer. Je voulais juste te remercier, évidemment, de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses. C'est tout naturel. Et puis, je rappelle que la prochaine rencontre littéraire à l'ACB, ça sera le 4 décembre, avec 2 auteurs du quartier, Belleville-Ménilmontant. Pauline Davranche, qui viendra avec un livre qui s'appelle Courriel-moi ton désespoir. Et Jean Rosenthal pour son livre Belleville, je t'aime. Et bonne soirée. Merci. Voilà. Est-ce que tu as cette... Non, je n'ai pas. Voilà, je te l'offre. Écoute, tu es tellement chic, hein, c'est bien ça. Bravo pour votre intervention. J'ai beaucoup apprécié. Comment ça va?